le système politique algérien a été mis en place avec des prémices déjà dans le mouvement de libération nationale, FLN-ALN, a été mis en place en 1962. Chacun connaît dans quelles conditions. On ne va pas remonter, je ne vais pas remonter à l'histoire de l'Algérie avant, mais 1962. Chacun sait que c'est un coup de force à partir de l'armée des frontières, mais aussi rejoint par quelques forces des wilayas du FLN-ALN à l'intérieur. Telle était la situation. Ce sont donc en majorité, quelles que soient les forces intérieures qui les ont rejoints, ce sont donc en majorité des forces militaires qui n'ont pas participé activement à l'organisation des maquis, ni même à leur armement, qui ont été la cheville ouvrière, la force de conception de la prise du pouvoir en Algérie et de l'installation d'un système politique. Très vite, c'est le commandement militaire, ce que toujours j'appelle le commandement militaire, qui a organisé le système politique dès l'été 70. Dès cet été-là, c'est le commandement militaire ainsi formé avec le commandement, notamment sous le commandement du colonel Boumediene, mais également avec la participation de commandants de l'armée des frontières, Menjli et Gaïd Ahmed, qui imprimaient les marques et les caractéristiques du système politique. C'est déjà eux qui ont choisi le premier président de la République pour ensuite, comme cela se passera plus tard, on y reviendra peut-être, pour ensuite le faire élire par les populations. C'est le premier point. Donc, lorsque le peuple algérien aujourd'hui dit « système dégage », il veut dire qu'il n'accepte plus les coups de force par des commandements militaires, quelle que soit par ailleurs leur qualité. Autrement dit, on se place au niveau des tendances, des systèmes, des méthodes d'approche et d'organisation d'un système politique. En disant « dégage à ce système », le peuple algérien a donc en mémoire l'histoire du système politique et il donne une première réponse. Le système politique algérien s'est ensuite organisé, étoffé, en utilisant très vite un instrument de la libération nationale FLN-ALN, ce qu'on a appelé le ministère des liaisons, c'est-à-dire le MALG, comme on dit chez nous, et ce sont des organes qui ont été ensuite réorganisés et qui ont donné ce que l'on appelle en Algérie la sécurité militaire. Cette sécurité militaire a ensuite pris diverses appellations. Peu importe les appellations, dire sécurité militaire, cela indique que ces services qui sont au cœur du système, je vais les qualifier tout à l'heure, et du coup je vais dire en quoi consiste donc une des réponses à la question que faire. Ces services sont attachés au commandement militaire, ils étaient une sécurité militaire, ils se sont ensuite très élargis et sont devenus un département de renseignement et de sécurité, devenant ainsi une police politique. En disant non, système dégage, le peuple algérien dit il faut mettre un terme, il faut dissoudre la police politique en tant qu'organisation de contrôle politique de la société. Je crois que cette approche du système dégage, actuellement indiquée par les manifestants en Algérie, est extrêmement, cette approche est extrêmement importante parce qu'il n'est pas possible d'organiser quoi que ce soit, ni constituante, peut-être que certains voudront y aller très vite, ni aucune transition politique de changement, tant que dure un contrôle politique
de la société. Et en effet, le DRS, ou ce que je continue à appeler pour plus de clarté la sécurité militaire, a commencé à jouer un rôle politique et elle est devenue la principale organisation politique du pays. Autrement dit, l'organisation politique la plus importante en Algérie, très vite après 1962, ce n'est pas le parti du FLN, c'est la sécurité militaire. La sécurité militaire a joué le rôle de l'œil du système. C'est elle qui renseigne sur ce qui se passe dans le pays, non seulement au niveau de ceux qui activent dans le domaine des droits de l'homme ou dans le domaine social, sur le plan syndical ou dans tout autre aspect, mais qui, en renseignant, tente de projeter le système vers l'avenir. Elle est donc aussi non seulement l'œil qui renseigne sur ce qui se passe, mais également l'aiguillon du système, c'est-à-dire l'organisation politique qui, dans l'armée, le dirige. Alors, quand je dis dans l'armée, c'est un peu fort, parce qu'en réalité, il vaut mieux employer la dénomination de commandement militaire. Étant entendu que, dans ces conditions, le commandement militaire n'est pas forcément uniquement des militaires, c'est-à-dire des généraux, par exemple, aujourd'hui, ou des colonels avant. Cela peut être aussi des personnes civiles qui sont entreprises, qui sont rentrées dans le système. Vous pouvez voir un exemple dans le passé très récent, c'est pas la peine d'aller très loin, lorsqu'il y a eu les transformations politiques en Tunisie, suivies d'autres transformations ou insurrections dans d'autres pays, le commandement militaire s'est évidemment réuni. Et il n'y avait ni tous les généraux, bien sûr, il y a ceux qui participent à un commandement politique, mais il y avait aussi des civils, et par exemple, les grandes personnalités du Parlement. Et donc, ça peut ne pas être que des militaires. D'autre part, chacun voit bien que le commandement militaire intronise des civils, et l'actuel chef de l'État est un des exemples, ou bien l'appel à Boudiaf est un autre exemple aussi, puisque c'est le commandement militaire, comme il l'a avoué lui-même, qui l'a appelé pour exercer la fonction qu'il a exercée. Vous voyez que sans une dissolution des organismes et une fin de ces pratiques, il n'est pas possible d'organiser un changement politique en Algérie. Et cela répond donc à un aspect de la question que faire. Le commandement militaire a évidemment, très vite après avoir pris en main la gouvernance en Algérie, construit son système, d'abord donc, comme je viens de le dire, avec la sécurité militaire, mais il a aussi remplacé le Front de libération nationale tel qu'il est en tant que front de diverses forces pour mener la guerre, il l'a remplacé par le parti du FLN. Mais il l'a vassalisé. Le parti unique du FLN n'a jamais directement été le concepteur du pouvoir. C'est le commandement militaire qui est le concepteur du pouvoir. Autrement dit, quand par exemple une image, quand vous regardez en Algérie comment se passaient les réunions du parti unique, le comité central, qui est un vaste organisme où il y a beaucoup. Il y avait une aile qui était réservée aux membres militaires du comité central du FLN. Et lorsqu'on procède au vote et que la télévision diffuse les images, on voit d'abord se lever comme une sorte de bronca, comme une sorte de, comme ça se passe dans les ovations, les mains de la partie FLN du comité, de la partie militaire du comité central, et puis les autres qui suivent. Autrement dit, le FLN, même malgré cette devanture, cette appellation de parti unique inspirateur du pouvoir, était en réalité
sous l'emprise du commandement militaire. En disant non à ce système, c'est donc cela aussi qui est dans la mémoire des manifestants en Algérie, et c'est donc la fin de ce système à laquelle ceux qui veulent se mettre derrière les revendications populaires en Algérie doivent avoir en tête pour y mettre fin. Et ce système a également tenté de vassaliser d'autres forces. La première force qu'il a vassalisée, c'est évidemment et malheureusement l'Union générale des travailleurs algériens. Il y en a d'autres, mais celle-là est particulièrement importante parce que il y a un minimum où il y avait déjà, et il y a eu de plus en plus, un minimum de tissu industriel en Algérie. Et dès lors, il y a donc une force ouvrière, une force de travailleurs qui ne demandaient qu'à participer à l'exercice de leurs propres affaires. En les vassalisant, en mettant en place des directions qui sont au service du commandement militaire et de la pièce maîtresse qu'il choisit, c'est-à-dire le chef de l'État, eh bien, il tue dans l'œuf toute revendication populaire en ce qui concerne le monde du travail. Par conséquent, l'une des tâches que ceux qui soutiennent le mouvement populaire aujourd'hui en Algérie doivent avoir en tête et doivent mettre devant comme projet, c'est la fin de la vassalisation de l'organisation du monde du travail et la dissolution du secrétariat général et de la direction actuelle. Elle doit accompagner la dissolution du système de contrôle politique et social qui existe en Algérie, comme je le disais précédemment. Comme cela s'est passé également pour le FLN, je pense que quand on dit en Algérie système dégage, on dit aussi dissolution du FLN du même coup. C'est à peu près le même sort qui devrait pouvoir lui être réservé que celui que je viens d'indiquer pour la direction actuelle du GTA. On peut multiplier les exemples, mais on me signale que je suis déjà trop lent, ce qui m'arrive souvent. Alors, vous savez qu'en Algérie, tous les chefs d'État, il n'y a aucune exception, tous les chefs d'État ont été d'abord désignés par le commandement militaire. Pendant longtemps, le commandement militaire n'avait aucune difficulté à se réunir de telle ou telle manière dans des formes qui ont évolué pour organiser ce qu'ils appellent ou ce qu'ils imposent ensuite comme un consensus. Et ils choisissent ainsi ce qui est la pièce maîtresse du système politique algérien, même si c'est le commandement militaire qui a l'emprise sur le système, ils mettent en place une pièce maîtresse. La pièce maîtresse, c'est celle qui va être mise en avant, et c'est le chef de l'État. Tous les chefs d'État ont donc été choisis par le commandement militaire. Ils le reconnaissent même, pour certains d'entre eux. Même les premiers ministres reconnaissent qu'ils ont été choisis par le commandement militaire. Il y a donc, vous pouvez les prendre tous. Ils le reconnaissent d'une manière ou d'une autre qu'ils ont été choisis par le commandement militaire. Celui qui l'a écrit, c'est le Premier ministre Ahmed Ghazali. Celui qui l'a presque reconnu, c'est également Hamrouche, mais moins clairement. Boudiaf l'a dit très clairement. Abdeslam l'a reconnu à la télévision. Il a répondu un jour à quelqu'un qui lui posait la question « Qui vous a désigné comme Premier ministre ?» Il a répondu « Oh, mais vous savez, ce qui décide. Si je vous disais que c'est Haroun, parce qu'Haroun était membre d'une équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui est en marge, en réalité, même s'ils l'ont utilisé, si je vous disais que c'est Haroun, de toute manière, vous ne me croirez pas. » Ça, je l'ai entendu moi-même le dire ainsi. Oui, donc, plusieurs d'entre eux avouent qu'ils ont été désignés, effectivement. Lorsque donc le peuple dit système dégage, c'est ce système qu'il vise. Des gens qui sont désignés pour ensuite mener des politiques qui n'ont rien à voir avec ce que veut, avec les aspirations des populations. Et pour y arriver, il convient évidemment de tuer dans l'œuf
toutes les aspirations qui pourraient être exprimées par des élections. Les élections en Algérie ont, sauf une qui n'a pas été libre, qui n'a pas été préfabriquée, même si elle n'a pas été libre, c'est-à-dire celle de décembre 1991, parce que le DRS était déglingué à ce moment-là, tout simplement. Mais ce n'est pas parce que le pouvoir a décidé de passer à un système démocratique. Eh bien, pour y arriver, les élections ont toujours été trafiquées. Elles sont trafiquées d'abord par celui qui a les instruments pour être l'œil et l'aiguillon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont également manipulées parce que l'administration est elle aussi placée sous l'emprise du commandement militaire au service des tenants du système. Comment? Eh bien, toutes les grandes nominations sont, c'est connu, précédées d'un rapport favorable de l'œil et de l'aiguillon, c'est-à-dire du DRS. Vous voyez donc que lorsque le peuple algérien dit non à un système, il veut des élections libres. Il veut donc entrer dans un système démocratique. Et chacun voit bien qu'en Algérie, les mots d'ordre, c'est on veut choisir nos représentants, on veut la démocratie, on veut mettre fin à ces manipulations politiques qui permettent aux gouvernants de gouverner pour leur clientèle. Le système, enfin, je terminerai par là, il me reste 1 minute, mais si vous m'en accordez une autre, vous serez gentil. En 2, je pourrais terminer. Alors, le système a évolué. Il a évolué vers la démocratie de façade. Je n'insiste pas. Il y a eu beaucoup d'écrits sur ça. La démocratie de façade, ça consiste à avoir des textes de type démocratique, comme la Constitution algérienne depuis 1989. Elles sont démocratiques. À la limite, si les principes contenus dans les constitutions algériennes depuis 1989 étaient appliqués, je ne revendiquerais pas d'autres constitutions. Malheureusement, il s'agit bien, il faut les analyser comme des démocraties de façade, c'est-à-dire des démocraties qui se présentent comme protectrices des libertés, de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice, mais qui en réalité n'organisent rien de tout cela. Chacun sait combien il y a de violations des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice en Algérie. La justice est aux ordres en Algérie, elle est soumise comme le reste des grandes institutions du pays. Donc l'autre évolution est beaucoup plus importante, parce qu'elle est actuelle, et parce qu'elle est plus insidieuse, et parce qu'elle n'est pas assumée. L'autre évolution, c'est l'intrusion du monde des affaires dans le système politique depuis bien longtemps, mais depuis surtout les 20 dernières années. Autrement dit, la responsabilité des tenants du pouvoir actuel est très forte dans ce domaine. Lorsque commençait l'intrusion du monde des affaires, je l'ai expliqué dans un article de presse, mais on peut dire un mot sur ce sujet. Chacun voit bien à qui sont octroyés les grands marchés financés par les finances publiques. Chacun voit bien comment s'organise, incroyable, l'alliance entre la direction de l'UGTA et la direction du patronat. C'est incroyable quand vous assistez presque en direct au fait que le chef de l'organisation patronale obtient le départ, quelques semaines après sa nomination, des nouveaux premiers ministres. Et il obtient l'appui pour ce départ du secrétaire général de l'UGTA. Une alliance devant les télévisions et devant les journalistes du monde du travail, c'est-à-dire un dévoiement extraordinaire du système. Lorsque les populations en Algérie défilent en disant « Klitoul bled, vous avez mangé le pays, partez », c'est cela qu'ils visent. Et par conséquent, lorsque ceux qui les soutiennent demandent que faire, la réponse est là. Ils veulent que cesse ce type d'organisation d'organisation de la prédation, du vol
des richesses nationales, puisqu'on est là dans le monde économique. En fait, tout s'est passé donc comme si le commandement militaire est tombé sous le charme et les facilités du monde des affaires. C'est cela aussi qui doit cesser. Merci beaucoup. Merci Majid Benchir pour l'intervention. Vous m'entendez là? Nous allons avoir 5 minutes avant de passer la parole à Ahmed Hamani pour les propositions de l'ACDA en 5 minutes. Une très brève question, Majid Benchir, concernant l'armée. Ouais. J'ai l'impression que ça... Il faut juste parler fort. Je vais essayer de parler fort et en attendant que mes collègues résolvent le problème de micro. Juste une question pour en revenir à aujourd'hui, Majid Benchir, concernant l'armée justement. On voit de fortes mobilisations. On sait que l'armée est un point sur lequel on ne peut pas faire l'impasse concernant le pouvoir en Algérie. Comment créer le rapport de force qui permettra que cette dernière se cantonne à son seul rôle constitutionnel, à savoir la sauvegarde du territoire national? Et est-ce que la forte mobilisation populaire peut à elle seule suffire? Une brève réponse de votre part et je donne la parole à Ahmed. Mais votre question était longue, hein, je vous signale. C'est une question difficile. C'est une question difficile. En plus, dans un domaine comme ça, on dit plus, on énonce plus nos désirs que des choses réelles. Pour moi, aujourd'hui, il faut, chaque vendredi, appuyer les manifestations. Voilà, c'est le principal rôle. Chaque jour de semaine, appuyer les manifestations sectorielles, professionnelles et autres, qui existent. Et il ne faut pas passer à d'autres formes que ça, c'est-à-dire les considérer comme principales. Autrement dit, alors dans l'armée, il y a beaucoup de choses. Moi, je parle du commandement militaire. J'ai dit qu'il n'y a pas seulement que des militaires. C'est ça le commandement militaire. Le commandement militaire, ça veut juste dire que quel que soit le nombre de civils qu'il y a dedans, vu qu'ils ont été choisis comme ça, le chef d'État a été choisi par l'armée, là, il n'y a pas de truc commandement militaire avec les civils, etc. C'est tel et tel qui choisit le chef d'État, c'est les plus puissants dans le commandement militaire. Alors, l'armée, il y a ça. Mais il y a aussi les soldats. C'est pour ça que je ne parle pas de l'armée. Je parle du commandement militaire. Donc, vous voyez la réponse à votre question. L'armée, c'est autre chose. Ceci dit, moi, je ne suis pas un organisateur des manifestations. Je suis quelqu'un qui, tout de suite, appuie. C'est mon histoire aussi. Je réponds en même temps à mon histoire. Mais si j'étais un organisateur, je dirais Jundi ou la Junout, c'est-à-dire soldat ou soldat au pluriel, ou chap et peuple, Hawa Hawa. Mais je ne dirais pas Jeish Hawa Hawa. Voilà. Pourquoi? Ce que je viens de dire répond à cette question. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport de force? Ça dépend. Quel est le degré de politisation du commandement militaire? Si le commandement militaire est rivé sur le point de vue de ses clientèles, ces clientèles sont forcément dans le domaine financier, économique et autres. Si le commandement militaire est rivé sur les intérêts de sa clientèle, peut-être qu'un jour il sera amené à donner l'ordre d'être, on voit le terme ferme, d'être ferme à l'égard des populations. Et alors toutes les dérives sont possibles. Et donc c'est une lecture spécieuse de l'idée selon laquelle l'armée comprend les aspirations populaires. L'armée, ou le commandement militaire plutôt, comprendrait bien les aspirations populaires s'il dit qu'il a bien reçu le message que le système doit dégager. Il se met à ce moment-là au diapason de la revendication clairement formulée de la population. Qu'en est-il aujourd'hui? Je ne sais rien. Merci. Nous passons aux propositions de l'ACDA pour une transition démocratique en 5 minutes.
position de l'ACDA. Bon, je rappelle d'abord que... C'est bon? Je rappelle que l'ACDA est une association basée en France, dont les membres vivent et travaillent en France, mais qui ne manifestent pas par leur action de la solidarité. Non, pas du tout. Ce n'est pas de la solidarité que nous prônons. Nous prônons la participation, parce que nous pensons que, en tant que membres de la communauté algérienne, établie à l'étranger, nous pouvons participer aussi à ce mouvement de changement et de transformation de l'Algérie. Donc ce n'est pas de la solidarité qu'on manifeste, c'est plutôt de la participation. C'est à ce titre-là, très important. La solidarité, on la demande à nos amis maghrébins et français. Mais les Algériens doivent s'impliquer pour le changement dans leur pays. S'impliquer, il faudra voir effectivement la façon de le faire. Nous, en tout cas on le fait à notre façon par une association, par un travail en appelant à des manifestations, mais aussi l'organisation de débats et l'échange avec les Algériens et nos amis maghrébins et français. Alors, nous avons commencé à élaborer, vous pensez bien, on était sur un autre programme, vraiment un autre programme lorsqu'on a commencé, qu'on a repris au mois d'octobre-novembre. Là, on est effectivement pris par le temps. On est en train de travailler sur une plateforme politique de sortie de crise pour une deuxième république dont voilà quelques ébauches. En tout cas, par rapport au mouvement aujourd'hui en Algérie, il faut impérativement préserver l'Algérie de toute forme de violence. L'Algérie a vécu beaucoup de violences. Il faudra la préserver des violences qui peuvent advenir. Les Algériens l'ont montré, ils sont résolus de ne pas se laisser entraîner sur la pente de la violence, mais on ne peut pas exclure des dérives un jour ou l'autre. On voit bien du côté du pouvoir que le chantage autour de la violence, il doit être pris au sérieux. Et là, nous, en tant qu'association, on adresse au haut commandement militaire ou à l'armée en leur disant qu'il ne faut pas se couper définitivement de son peuple. Pourquoi? Il y a eu déjà des épisodes. Octobre 88, il y a eu le printemps 2001, mais il y a eu aussi d'autres épisodes où l'armée a tiré sur les Algériens. Il ne faut plus que ça se reproduise, parce que ça sera la coupure définitive, en plus de ce qu'a dit Majid tout à l'heure, sur le fait que le haut commandement militaire a toujours été là pour le monopole politique. Donc, c'est au-delà de cette question du monopole politique, c'est de veiller à ce que, effectivement, on ne tombe pas dans une violence où les Algériens seraient criblés par les balles qu'on a achetées avec les ressources des Algériens.